Pour de nombreuses femmes, une grossesse répond à un profond désir. Pour d'autres, elle déclenche un malaise ou même une angoisse. Il n'est pas rare qu'elles choisissent d'interrompre leur grossesse. La plupart du temps, elles se disent soulagées après l'avortement. Pourtant, quand on discute avec des femmes qui ont vécu une IVG, on se rend compte de la détresse et de la tension qu'une telle situation doit susciter, et des problèmes psychiques qui peuvent en découler à long terme. En public, il semble pourtant que ce thème n'intéresse personne. Mais pourquoi n'en parle-t-on pas, puisque l'avortement est pratiquement libéralisé? Cette contradiction nous intrigue. Nous recherchons par conséquent des femmes dans les pays germanophones qui acceptent de parler ouvertement de leur avortement. Pour interroger des femmes, nous nous déplaçons jusqu'au nord de l'Allemagne. Selon les statistiques de ce pays, on compte environ 16 IVG pour 100 nouveau-nés. Il n'est pas facile de trouver des femmes prêtes à parler de ce thème délicat, bien que l'avortement ait été dépénalisé jusqu'à la 12e semaine. Pour leur protection, nous ne citerons aucune localité. Judith a dû réfléchir longtemps avant d'accepter de s'exprimer devant la caméra. Elle veut garder l'anonymat. Elle craint les réactions de ses connaissances. La première fois que je suis tombée enceinte, j'étais en plein dans mes études et j'avais 24 ans. C'est arrivé au mauvais moment. Mon ami avait encore une relation avec une autre femme. Je ne savais donc pas comment notre couple allait continuer. Je venais d'apprendre qu'il avait quelqu'un d'autre en parallèle et là, c'était absolument clair pour moi. Non, non, non. Je pensais sans arrêt, non, ça n'ira pas, non. C'était vraiment extrême, sans doute aucun. En fait, je n'avais absolument aucun doute. Judith sollicite un entretien de conseil et elle demande une IVG. En tout cas, j'ai tout de suite obtenu une indication. C'est allé comme sur des roulettes. Ils ne m'ont pas non plus averti qu'il pourrait y avoir un risque de séquelles psychologiques. Non, rien, absolument rien. Le summum, c'était l'avortement. Mon copain m'a tenu la main et ils m'ont fait un tas de piqûres dans le col de l'utérus tout autour. Malgré la narcose, j'ai eu des douleurs tellement atroces, c'était terrible. Je ne sais pas si c'était des contractions, mais j'avais des crampes et je saignais. Et ce bruit d'aspiration était horrible, absolument horrible. J'étais soulagée quand c'était loin. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai demandé « c'était quoi ?» Beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai discuté ont tout de suite demandé après leur IVG « c'était quoi ?» ou bien « c'est quoi ?» C'est paradoxal quand même. Je ne l'ai raconté pratiquement à personne. J'ai une amie qui le savait, mais sinon j'ai dû m'en sortir à peu près toute seule. Les divers entretiens avec des femmes qui ont vécu un avortement nous ont confirmé notre impression qu'elles ont dû prendre cette décision en grande partie toutes seules. Nous recherchons en Allemagne une spécialiste expérimentée dans la consultation des femmes. Nous rencontrons Madame la doctoresse Pockrop-Hippen. En tant que médecin généraliste et psychothérapeute, elle rencontre des femmes qui la consultent pour diverses raisons de santé. Le thème de l'avortement n'est souvent abordé que plus tard dans les entretiens thérapeutiques. J'ai tout simplement commencé à poser des questions, à faire des analyses des patientes que j'avais et à les écouter. Très souvent, elles me parlaient d'avortement.
et qu'à partir de ce moment-là, tout avait changé dans leur vie et que de nouveaux symptômes ont surgi ou de nouvelles maladies se sont développées. J'en ai pris connaissance. Au début, j'en prenais note sans pouvoir y coller un nom, parce que je n'en connaissais moi-même pas le nom. Je me disais simplement qu'un avortement semblait quand même laisser des traces chez de nombreuses femmes et provoquer des troubles à long terme qui peuvent avoir différents visages. Ce genre de situations se sont reproduites à maintes reprises. Nous rencontrons une autre femme. Elle nous a surpris par la spontanéité avec laquelle elle a accepté de nous parler de sa vie. Elle aussi s'est sentie seule lors de sa deuxième grossesse. J'avais déjà un enfant. J'étais seule pour l'élever. Mes parents étaient contre cette nouvelle grossesse. Ils m'ont bien influencée pour que j'envisage une IVG. Aujourd'hui, je dirais qu'on était simplement jeunes, trop jeunes et peut-être inexpérimentés et bêtes. De l'aide, elle n'en obtient de personne. Tout se passe derrière les murs du silence. Mes parents me répétaient sans cesse « T'as déjà un enfant, comment vas-tu faire pour en élever un deuxième ? Ton mariage est de toute façon brisé. » Et comment dire, bien sûr, il fallait déjà se battre pour un seul enfant, et j'ai pensé qu'avec un deuxième, je ne pourrais plus aller travailler. Et je ne voulais pas non plus être à l'assistance sociale. C'était donc à ce moment-là, je ne veux pas dire la meilleure solution, mais c'était plus simple pour moi. La plupart des femmes ressentent un déchirement intérieur et une grande pression sur elles. Martina décide d'avorter. Elle ne comprend pas le comportement des médecins. Je dois dire qu'après l'IVG, alors que j'étais couchée dans ce local, quelqu'un est passé devant moi avec ce récipient qui contenait tout ce qu'on avait sorti de mon ventre. Et j'ai trouvé ça terrifiant. Je ne sais pas si les médecins savent comment les femmes se sentent pour qu'ils aient encore l'impression de devoir nous le montrer. Comme si la douleur ne suffisait pas. Oui, la douleur est là. On essaye de l'ignorer, peut-être parce que d'autres choses sont plus importantes sur le moment pour reprendre le dessus. Mais ça m'a terriblement bouleversée dans ma vie. Je connais des femmes qui disent qu'après un avortement, directement après l'avortement, elles ont ressenti un soulagement, que cette pression avait vraiment disparu, qu'elles se sentaient mieux dans un premier temps. Et il y a des femmes qui disent directement après, lorsqu'elles se réveillent de leur narcose, ou en cas d'anesthésie locale, dès que l'IVG est terminée, une partie de moi est morte. Je me suis sentie comme tombée dans un trou, tout de suite vide, et ce vide est resté, ou est devenu de plus en plus profond. Nous recherchons un expert en Suisse. Là non plus, il n'est pas facile de trouver quelqu'un qui soit prêt à parler avec nous de l'IVG. Selon les statistiques officielles, on compte 13 avortements pour 100 enfants qui naissent vivants en Suisse. Nous rencontrons un spécialiste qui, par sa profession, est confronté à des problèmes spécifiques de la femme. Le gynécologue Dr Werner Förster ne pratique pas d'IVG. Mais dans ses entretiens avec les femmes, c'est un thème qui revient souvent. Au début de mon activité médicale, j'ai pu faire des expériences dans un service d'urgence d'une clinique psychiatrique en discutant avec des femmes sur leur longue anamnèse et qui me disaient qu'après un avortement,
Il leur a fallu longtemps pour reprendre le dessus et retrouver une vie normale. C'était souvent très difficile pour elles de trouver des personnes qui pouvaient vraiment les aider. J'ai souvent été confronté à des femmes que j'ai interviewées et interrogées pour poser un diagnostic. Et elles pouvaient me dire jusqu'à 25 ans après un tel événement, « Docteur, si je suis enceinte, alors aidez-moi à tout prix à garder cet enfant, parce que j'ai eu ce grand problème il y a 25 ans. » On voit donc qu'il y a des effets à retardement et que ça pose de grands problèmes que nous ne sommes souvent même pas en mesure d'analyser correctement. Nous recherchons une femme plus jeune qui a vécu une IVG. Nos recherches nous permettent de faire la connaissance de Danielle. Elle travaille aujourd'hui comme éducatrice de chevaux et de chiens. C'est dans un centre équestre qu'elle rencontre son ami. La relation devient sérieuse et ils discutent bientôt de projets communs. Ils envisagent aussi de fonder une famille ensemble. On a tous les deux, indépendamment l'un de l'autre, eu le désir d'avoir un enfant. Ma première réaction lorsque j'ai vu le résultat positif du test de grossesse était je n'avais plus les idées claires sur le moment. J'étais tout simplement dépassée par les événements. J'avais vraiment envie de fonder une famille, mais pas à ce moment-là. Danielle perd son emploi. La situation financière est tendue. Dans le fond, elle veut garder l'enfant. En fait, je voulais garder l'enfant, mais Sébastien était plus réaliste et il a dit que dans la situation actuelle, ce serait difficile parce que j'étais au chômage et que comme ça, je ne trouverais jamais d'emploi. Mon grand problème, c'était que je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas comment j'aurais pu subvenir aux besoins de mon enfant. C'est à ce moment-là que j'ai dû me dire, tu ne peux pas avoir un enfant si tu ne peux pas subvenir à ses besoins. Le résultat de nos recherches a démontré que dans plus de 95% de tous les cas d'IVG, les femmes ont évoqué lors des consultations des raisons sociales et financières, et cela dans les pays les plus riches du monde. Danielle cherche conseil chez son gynécologue. Elle se sent délaissée. J'avais l'impression de n'avoir personne à qui je pouvais me confier. Bien sûr, j'avais mon rendez-vous avec le gynéco, mais il ne m'a jamais dit « vous pourriez aller ici ou là, là vous auriez encore d'autres possibilités ». Le médecin m'a dit que j'étais enceinte et quelle taille le bébé avait. Malheureusement, il n'avait pas déclenché le microphone et j'ai entendu les battements du cœur et l'image. C'est moi qui ai demandé si je pouvais la voir. Lorsque je l'ai vu et entendu, je me suis rendu compte que c'était vraiment un enfant et que j'étais vraiment enceinte et que c'était une partie de moi-même. Son ami se sent lui aussi dépassé par les événements. D'un côté, mon ami disait « nous voulons cet enfant, nous voulons le garder ». Et d'un autre côté, il disait que nous ne pouvons pas ou qu'il ne pouvait pas me soutenir. Il m'a dit « fais ce que tu trouves juste ». Je n'ai pas trouvé ça sympa. On était concernés les deux. Au final, j'ai dû décider toute seule et j'ai dû en porter les conséquences toute seule. Une femme ne tombe pas enceinte toute seule. Il faut toujours être deux. Ce serait important que l'homme dise « nous allons chercher une solution ensemble ». Jusqu'à la fin, je ne savais pas vraiment si c'était juste, ni ce que je voulais vraiment.
Nous sommes en route pour l'Autriche. Nous voulons aussi savoir comment se présente la situation ici. Ce pays n'a pas de chiffre officiel sur la fréquence des avortements. Il n'y a aucune obligation à les signaler. Il n'existe que des estimations. Par contre, les consultations sont obligatoires. Notre interlocutrice, Madame Reynoldner, a son propre cabinet de psychothérapie et de supervision depuis des années. La plupart des clientes ne viennent pas la consulter à cause d'une IVG. Pourtant, c'est souvent un point très sensible de la consultation. Lorsqu'une femme vient chez moi ou un couple, en général la femme vient seule dans ce genre de situation, je dessine, en principe la première heure, un arbre généalogique, un génogramme. Et puis j'interroge sur les parents, les frères, les sœurs, les grands-parents, etc. L'une de ces questions concerne les grossesses. Avez-vous des enfants? Y a-t-il eu d'autres grossesses? Lorsqu'une femme me raconte qu'elle a eu une IVG, elle a souvent les larmes aux yeux. Parfois, elle pleure carrément. Parfois, on sent qu'elle a de la peine à retenir ses larmes. J'ai rarement vu des femmes qui n'en étaient pas profondément bouleversées. Parfois, elles me disent « Il y a longtemps que je n'en ai plus parlé » ou « Je n'ai encore jamais raconté à personne comme c'était dur pour moi ». Et il ne faut pas oublier que ces femmes ne m'ont pas consultée à cause de cette IVG. Elles sont venues pour de toute autre raison, à cause d'une dépression, d'une crise familiale ou d'une quelconque maladie. Et c'est là que nous arrivons sur le sujet. Nos recherches nous montrent qu'en Autriche aussi, de nombreuses femmes refoulent d'éventuels problèmes psychiques après une IVG. Dans mes presque 25 ans de pratique en tant que psychothérapeute, je dirais que 8 femmes sur 10 qui ont avorté souffrent de séquelles psychologiques. Et que peut-être 2 sur 10 n'en souffrent pas, parce qu'elles étaient dans un environnement qui leur a permis de bien gérer. Mais ce n'est qu'une estimation. Là aussi, on voit que de nombreuses femmes cèdent à la pression de leurs proches en acceptant une IVG. Dans le cas d'un avortement, l'une des questions classiques que je pose, c'est « Qui a voulu l'IVG ?» Là aussi, je vois que les femmes sont terriblement bouleversées quand elles en parlent. Et très souvent, je ne pourrais pas vous donner de statistiques, mais très souvent j'entends « En fait, je ne voulais pas avorter » ou bien « C'est mon partenaire qui voulait » ou alors « Nous avions déjà un enfant et mon partenaire n'en voulait en aucun cas un deuxième » ou « Nous avions tellement peu d'argent, il voulait absolument que j'avorte ». Ce n'est pas rare du tout que les parents les incitent à l'avortement, surtout quand les femmes sont encore très jeunes, mais parfois aussi lorsqu'elles sont plus âgées. Même chez les femmes qui ont plus de 20 ans et qui travaillent, il arrive que les parents s'en mêlent. J'entends souvent « Ma mère a aussi avorté et me l'a conseillé de sa propre expérience » ou « Une copine a eu 2 avortements et me l'a recommandé » ou bien aussi « Quelqu'un qui n'a pas avorté mais qui a ensuite connu bien des difficultés me l'a recommandé ». Très souvent, les femmes sont sous pression des gens qui leur sont proches d'une manière ou d'une autre. Une autre histoire. Nous rencontrons Tunde. Elle vient de Hongrie et vit déjà depuis un certain temps en Suisse. Après quelques années de mariage, elle se sépare de son mari qui est aussi le père de son fils, aujourd'hui adulte. Qu'allait-elle faire désormais? Après la séparation d'avec mon mari, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme. Au début, tout était magnifique, nous étions heureux. Mais avec le temps, c'est devenu difficile. Il avait des problèmes de drogue et d'alcool. Là, j'ai senti que notre relation n'allait pas durer si longtemps. Je suis tombée enceinte de lui. Je voulais simplement avorter cette grossesse, car je savais que cette relation ne durerait pas longtemps. Et comment m'en sortir plus tard avec un petit enfant sans père, sans soutien financier? Comment fallait-il faire? Je ne voulais tout simplement pas garder cet enfant. Tunde se rend en consultation.
On lui montre diverses possibilités. Mais elle est fermement décidée de faire une IVG. Rien ne peut la faire changer de décision. Avant l'IVG, j'ai dû aller quelquefois à l'hôpital pour des entretiens. Ils m'ont demandé si je voulais vraiment cette IVG, si j'avais pris la bonne décision, si je ne voulais pas le garder. Ils étaient très aimables. Ils m'ont dit de réfléchir encore une fois, mais j'étais absolument déterminée. Je voulais que ça se fasse le plus rapidement possible pour que je n'ai plus besoin d'y penser. Les raisons principales pour lesquelles les femmes avortent, c'est la solitude dans le conflit et le désespoir. C'est comme ça que je le ressens. Elles sont seules parce que le partenaire ou d'autres personnes auxquelles elles s'adressent et qu'elles informent de leur grossesse ne leur apportent pas suffisamment d'aide, de soutien et de réelle présence. Elles ne trouvent pas vraiment d'appui. Elles ne trouvent personne qui leur dise « Je t'accompagne, je t'aiderai ». C'est une profonde solitude. C'est un profond sentiment d'abandon qui a souvent des antécédents dans la vie d'une femme. Souvent, elles ont vécu un manque d'amour au cours de leur enfance, un manque d'attention ou un sentiment d'être abandonnées. Au cours de notre voyage à travers l'Allemagne, nous faisons la connaissance d'autres femmes qui nous racontent que des années après leur IVG, elles se sont fait rattraper par leurs souvenirs. Voici Helga. Cela faisait tout juste 3 semaines qu'elle était avec son amie. Elle croyait avoir trouvé son bonheur, la sécurité et quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Et puis c'est arrivé. Elle est tombée enceinte. Lorsque je suis tombée enceinte, j'ai très vite compris que ce n'était pas un homme sur qui je pouvais compter, mais qui m'a simplement laissé tomber. Il avait dit « Bon, c'est une phrase anodine, mais pour moi, c'est tellement évocateur. » Il a dit « Ma foi, c'est ta décision, et quoi que tu fasses, je t'aiderai. » Mais ce « quoi que tu fasses » voulait dire pour moi tout simplement « c'est à toi de décider ». Ce n'était donc pas son enfant, mais c'était ma décision et il voulait que ce soit moi qui la prenne. Jusqu'à ce que j'ai pris la décision, je n'en ai parlé à personne, vraiment personne. Je ne voulais même pas y penser. Je voulais simplement m'en débarrasser. Je ne voulais pas qu'une quelconque relation s'établisse avec moi. Il y avait quelque chose et je ne le voulais pas, je voulais que ça parte. Je ne me suis même pas posé la question de savoir si ça vit ou si j'en ai le droit. Pas du tout. C'était un accident et ça devait partir. Cette chose, je ne pouvais pas la nommer. Pour Helga, ce n'est pas clair à ce moment-là s'il s'agit d'une vie humaine ou d'un amas de cellules. En allemand, il existe une expression qui dit « se faire enlever un enfant », comme on se fait enlever un bouton. Ou bien cette cliente qui m'a parlé de nettoyage, comme si l'IVG était une banalité et qu'un fœtus n'avait aucune valeur. Et ça, je trouve quand même inquiétant. La majeure partie des femmes que nous avons interviewées ont constaté une lacune chez les spécialistes. Ce n'était pas vraiment un entretien, c'était plutôt « oui, vous êtes enceinte, vous avez telle ou telle possibilité que vous pouvez découvrir dans cette brochure ». Il ne m'a pas vraiment conseillé. Il ne m'a pas non plus rendue attentive aux différentes œuvres d'entraide ou aux endroits où je pouvais m'informer. C'était plus général.
Vous pouvez le garder, vous pouvez le faire avorter ou vous pouvez le donner en adoption. Une fois que j'avais raconté l'histoire et expliqué la situation avec cette nouvelle relation et parlé de mes expériences avec la drogue, je n'ai eu aucun problème. Il n'y avait plus d'autre alternative pour l'enfant. Par exemple, quelles seraient les possibilités de le garder et de lui donner une éducation. Il m'a simplement donné l'adresse d'une clinique d'avortement et OK. Et il a précisé qu'il fallait le faire avant un certain délai, que ça devait être fait avant la 12e semaine. J'entends souvent les femmes qui ont passé par une IVG se plaindre que la consultation leur a donné une impression d'être laissées seules au milieu de leurs conflits intérieurs. Ce qu'elles auraient souhaité, c'est ce que les femmes me disent souvent, c'est d'avoir quelqu'un qui leur tende vraiment la main et qui leur dise que la vie est un cadeau, que la vie est précieuse et que ça vaut la peine de lutter pour la vie d'un enfant et de s'engager en faveur de la vie. Lorsque j'ai dit « bon, alors je choisis l'IVG », j'ai dû signer une feuille. Il m'a encore expliqué quelque chose, mais moi, j'étais juste assise sur ma chaise et je pleurais tout ce que je pouvais. J'étais dépassée par les événements et je ne suis toujours pas d'accord avec ce que j'ai fait. Parce que j'ai détruit quelque chose qui aurait pu se développer. Quand on vit dans une société dans laquelle presque tout est faisable, et ça c'est notre société, elle veut tout rendre faisable. Alors on dit « choisis la solution qui te convient le mieux », sans essayer de trouver la solution spécifique qui réponde au mieux à l'état d'âme et aux sentiments de la personne. À la place, on dit simplement « fais-le, c'est faisable ». Et c'est ça notre problème, parce que nous ne sommes pas en mesure d'anticiper les conséquences. Les femmes se trouvent face à un dilemme. En général, elles se sentent dépassées par les événements lorsqu'il s'agit de prendre la décision pour ou contre une IVG, malgré les réglementations de la loi. Et de nombreuses femmes déplorent souvent un manque de compréhension et de sensibilité de leur entourage. Danielle est en lutte avec elle-même. Elle se doute qu'il est en train de se passer quelque chose d'irréversible. Elle n'a personne avec qui elle peut discuter des probables répercussions sur sa vie. Même lors de l'intervention en clinique, elle se sent seule. Finalement, j'ai été amenée en salle d'opération. Je n'avais encore jamais été dans un tel endroit. C'était nouveau pour moi. Et dans le couloir qui mène à la salle d'opération, vers le passage dans la zone stérile, on m'a demandé une dernière fois « Quel est votre nom et pourquoi êtes-vous ici ?» Et là, j'avais presque envie de leur dire « Vous avez pris la fausse. Laissez-moi s'il vous plaît retourner à la maison. » Quand on discute avec elle, Danielle a l'air assez décontractée. Elle semble bien avoir assumé son avortement. Pourtant, elle nous raconte qu'elle est très souvent tracassée à ce sujet. Lorsque je me suis réveillée, je n'avais aucune douleur pendant les 5 premières minutes. Et puis ça a commencé, toujours plus fort. J'avais mal au ventre, terriblement mal au ventre. De manière consciente ou inconsciente, j'ai tout refoulé pour ne pas avoir ces sentiments. Je ne voulais pas les avoir. Je voulais en parler avec mon ami, mais il m'a simplement dit « Il faut maintenant que tu te tournes vers l'avenir ».
Après, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Même si on n'a jamais su que c'était là, ça manquait quand même. Je pense que plus de la moitié des femmes souffrent tellement d'un avortement qu'elles en perdent souvent la joie et le plaisir de vivre leur relation de couple. Qu'elles vivent souvent de manière superficielle leur relation avec les enfants qu'elles ont eus et qu'elles passent à côté de leur vie parce qu'elles sont prises dans un tourbillon de sentiments et de pensées qui tournent autour du sujet de l'avortement. Karussell von Gefühlen und Gedanken, was sich ständig die Thematik der Abtreibung dreht. Un bon nombre de femmes nous ont raconté que le contre-coup est arrivé plus tard. Monica s'en rend compte lorsqu'elle voit des enfants. Elle a moins de 20 ans lorsqu'elle rencontre un homme de 10 ans, son aîné. 2 mois plus tard, elle tombe enceinte. Totalement dépassée par les événements au niveau émotionnel, elle suit le conseil de son ami et des parents d'avoir recours à l'IVG. Quelques mois plus tard, lorsque mon enfant aurait dû naître, j'ai vu des femmes avec leurs poussettes. Pour moi, c'était très dur à supporter. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir une espèce de cri intérieur étouffé. Personne ne devait remarquer quoi que ce soit. C'était ça le plus important pour moi. Je devais me taire. Il fallait que personne ne le sache. Et bien sûr, personne ne pouvait se rendre compte de mon déchirement intérieur. Je n'avais absolument personne. J'étais seule avec toute la situation. Je n'avais aucune aide extérieure. Même le médecin qui avait constaté que j'étais enceinte ne m'a pas demandé ce que j'allais faire maintenant. Je me suis retrouvée complètement démunie. Après l'avortement, je n'ai pas trop raconté ce qui s'était passé. Tout était comme sous un voile, un peu caché. Je sais que j'ai été très soulagée après ma première IVG. 5 ans plus tard, j'ai subi une deuxième IVG. Mais après, tout est devenu froid et noir en moi, avec un sentiment d'impuissance. C'est là que j'ai fermé mon cœur pendant 10 ans. C'est comme ça que je l'exprimerai. Je ne prêtais plus aucune attention à mes sentiments. J'étais la femme cool, mais tout à coup, c'est devenu plus fort que moi. Pendant des années, j'ai consciemment évité de regarder des images qui montrent à quel stade d'évolution un embryon se trouve à la 7e semaine. Il m'a fallu 10 ans pour oser les regarder. Comme Judith, un grand nombre de femmes refusent de voir les échographies qui montrent déjà très tôt les détails de l'embryon. Pourtant, les spécialistes ne sont pas unanimes pour dire à partir de quand un embryon est un être humain. Les femmes doivent prendre elles-mêmes cette décision d'une énorme portée, sur la base d'images et de leurs sentiments profonds. La position des femmes est telle qu'elles ont presque un choc quand elles tombent enceintes sans le vouloir. Elles veulent régler le problème le plus rapidement possible. C'est compréhensible. Et pour elles, la solution au problème, c'est que cet enfant doit partir. Elles n'ont pas encore réfléchi à ce qui se passe après. Dans le fond, elles viennent chez le médecin pour se débarrasser de leurs problèmes. Et le médecin doit les rendre attentives au fait que leur problème ne va éventuellement pas se résoudre si facilement, qu'il y aura justement de nouveaux problèmes qui ne se voient pas encore, mais qui surviennent dans de nombreux cas et dont elles doivent aussi tenir compte. Mais je remarque par ma propre expérience qu'il est pratiquement impossible de les en convaincre. Je le remarque souvent par le fait que les femmes reviennent vers moi au bout de 6 semaines et me disent « Vous aviez raison, docteur. Je vais mal et j'ai besoin d'aide professionnelle. » Elles n'auraient jamais pensé qu'elles se retrouveraient face à un tel dilemme, qu'elles ne pouvaient pas prévoir à l'avance. C'est un problème qu'on rencontre continuellement et ça arrive très souvent. Ein Problem, das man immer wieder antrifft und das nicht wenig oft vorkommt. C'est une petite opération qui ne dure qu'une demi-heure,
Mais c'est quand même une grande intervention sur le corps. Parce que finalement, on tue quelque chose qui aurait pu se développer. De nombreuses femmes dont nous avons fait la connaissance au cours de notre voyage ont ce sentiment. Elles regrettent profondément que la décision qu'elles ont prise par le passé soit tellement irréversible. Nous rencontrons Nina. Elle est originaire de la Russie et elle a un passé très lourd. Depuis sa plus tendre enfance, elle est placée d'une famille d'accueil à l'autre. Plus tard, elle ressentira un profond besoin d'amour et d'approbation, ce qui la conduira à de nombreuses relations avec des hommes et par la suite à plusieurs IVG. Après de nombreuses années, elle devient grand-mère et tient pour la première fois son petit-fils dans ses bras. C'est là qu'elle ressent une profonde douleur qui lui rappelle son passé. Pour moi, c'est comme un meurtre. Le fait que j'ai tué un être vivant dans mon ventre et que je l'ai caché, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Je suis tombée malade et j'ai connu des douleurs physiques à peine supportables. Il y a un cri intérieur qui veut une libération, la libération de cette douleur intérieure. Der häufigste Fall, den ich erlebe, ist, dass die Frauen Le cas le plus fréquent que je rencontre, c'est que les femmes, quand elles se rendent compte qu'elles ont eu un enfant qui n'est pas né, elles commencent à en faire le deuil. Et elles sentent aussi qu'elles sont responsables de la mort de cet enfant. Ensuite, elles développent un sentiment de culpabilité, plus ou moins important. und dann mehr oder weniger stark ausgeprägt ein Schuldgefühl entwickeln. On ne peut pas prévoir exactement quels seront les effets, ça c'est clair. Mais si les femmes pensent, ou que les familles pensent, ou ceux qu'ils recommandent, s'ils pensent que c'est la solution la plus simple, que ça passera très vite et que tout sera de nouveau comme avant, ils se trompent. Ce n'est absolument pas vrai, dans aucun cas. Pour Tunde, son avortement a des conséquences psychiques à long terme qui la perturbent encore des années plus tard, malgré les traitements. Un jour, certaines pensées sont revenues sans cesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? N'y aurait-il pas eu d'autres solutions? J'aurais pu aller chercher de l'aide, comme ils me l'ont expliqué à l'hôpital. Mais j'ai toujours essayé de me convaincre et de me dire que tout ce que j'ai fait était OK. Nos rencontres avec des femmes de type totalement différent confirment notre impression qu'il n'est pas forcément si simple de surmonter une IVG. Un avortement peut aussi avoir des conséquences psychiques à long terme, même si cette affirmation est controversée. Je suis aussi thérapeute pour les cas de traumatisme et je constate souvent que des troubles post-traumatiques surgissent suite à d'importants incidents qui surviennent trop rapidement et trop violemment. C'est typique pour un traumatisme trop fort, trop rapide, trop violent. Et c'est exactement ce que peut être un avortement. Alors là, j'en suis absolument persuadée. Si déjà même une simple narcose pour une petite opération peut déclencher des troubles post-traumatiques, alors d'autant plus quelque chose comme ça. Et je crains que plus les femmes l'ont fait sous pression, plus la probabilité que ça se passe ainsi est élevée. Ich habe Frauen erlebt, die nach einer Abtreibung zunächst J'ai connu des femmes qui ont bien assumé leur avortement pendant des années, puis qui, tout à coup, par un événement quelconque, un soi-disant déclencheur, se sont retrouvées confrontées à tout le dilemme de l'avortement et qui ont à ce moment-là seulement présenté des symptômes de possibles séquelles de l'IVG.
an den Folgeerkrankungen, die möglich sind. Voici Joséphine, originaire de Suisse romande. Elle souhaite garder l'anonymat. Son IVG remonte à 50 ans, lorsqu'elle était encore adolescente. Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'elle s'est mise à réfléchir à sa vie, qu'elle s'est souvenue de cet avortement. Après l'avortement, ça ne m'a pas du tout préoccupée. Je l'avais refoulé d'une manière ou d'une autre pour ne pas devoir y penser. Je l'ai vraiment enfoui pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que ça commence à me tracasser et que je décide d'aller au fond des choses. Pendant 34 ans, je n'arrivais pas à parler de cet avortement. Je n'étais même pas capable de prononcer le mot avortement. Je ne pouvais pas. Cette douleur m'a vraiment torturée. Le psychologue était incapable de m'aider. Mais chaque fois que j'allais le voir, j'avais au moins la possibilité de parler, même s'il n'a pas pu faire grand-chose pour m'aider. Ich saß abends in meinem Wohnzimmer. Mein Mann war auf Nachtschichtarbeit. Ich saß da im Un soir, j'étais assise au salon, mon mari était à son travail de nuit, les enfants étaient au lit et je zappais d'une chaîne de télévision à l'autre. Tout à coup, il y avait une femme à l'écran, une femme d'un niveau social plutôt bas, et elle a dit « Mieux vaut un enfant sur le coussin que un sur la conscience ». Et cette phrase m'a touchée. Elle m'a touchée. La totalité des sentiments que j'avais enterrés depuis 20 ans ont tout à coup refait surface. Parce que justement, j'en avais aussi un sur la conscience. Ils ont totalement refait surface. Et j'ai crié. Ça m'a fait tellement mal. C'était la première fois depuis 20 ans que j'ai dit « Mon enfant, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mein Kind, was hab ich dir angetan? Die Gefühle kannst du tot machen, wie du willst, sie sind aber nicht tot. Tu peux tuer les sentiments si tu veux, mais ils ne seront pas morts. Tu auras essayé, mais ils sont encore là et seront toujours là. Même au bout de 50 ans, tu sauras toujours quel âge ton enfant aurait et comment il est, ou comment il pourrait être. Et ça, tu dois en prendre conscience, quelle que soit ton opinion sur l'avortement. Tu ne l'oublieras pas, tu n'oublieras jamais. Das vergisst du nicht, das vergisst du dein Leben lang nicht. Richtig eingeholt hat mich das Thema Abtreibung dann, als ich selber Mutter wurde. Le sujet de l'IVG a commencé à me tracasser lorsque je suis devenue maman et que j'ai accepté mon enfant. D'abord, j'ai eu une grande peur de la grossesse et de l'accouchement. Et je me sentais très désécurisée. Mais quand j'ai su que j'allais garder l'enfant dans tous les cas, j'ai commencé de ressentir une grande joie. Kam auch eine große Freude auf. De nombreuses femmes commencent de faire le deuil de leurs enfants quand elles se rendent compte de la portée de leurs décisions passées. Je suis absolument persuadée que la plupart des mères, et probablement aussi pas mal de pères, ressentent le besoin de faire le deuil de l'enfant. Qu'il soit mort par avortement ou par fausse couche, ça ne joue peut-être pas vraiment un grand rôle. Le fait est qu'un enfant a vécu et qu'il est mort. L'enfant ne vit plus, point terminé. S'il n'y avait pas autant de gens qui ont ce besoin, il n'y aurait pas autant de monuments, de lieux ou de parois où l'on peut allumer des bougies en mémoire d'un enfant non né. Ces modes d'expression du deuil n'existeraient pas.
Ce qui me frappe dans mon cabinet, par exemple, c'est que depuis quelques années, des femmes viennent et me disent « J'ai donné un nom à l'enfant. Nous avons donné un nom à l'enfant décédé, bien qu'il n'ait jamais vu le jour. Et le nom est alors réservé à l'enfant mort. » Et ça ne se faisait pas tellement par le passé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective sur l'importance de la vie. Tomber enceinte représente pour toutes les femmes un tournant important dans leur vie, biologique et psychique. Les entretiens avec les thérapeutes montrent que les expériences faites avec une IVG nécessitent un travail de reconstruction. Le refoulement peut avoir des répercussions négatives. Je pense que c'est normal qu'il s'agisse de quelque chose qui reste gravé dans la mémoire jusqu'à la fin de sa vie. Je ne trouverais pas juste si c'était autrement, si on pouvait simplement aller à l'hôpital et le faire faire, puis retourner à la maison comme si rien ne s'était passé. Quand je vois les jeunes femmes qui ont un enfant, c'est vrai que je pense « j'aurais aussi pu avoir ça, j'aurais pu y arriver ». Je me souviens très exactement de la date de l'IVG. Je pense que chaque année, je vais me dire « aujourd'hui il y a 2 ans, aujourd'hui il y a 3 ans ». Cette idée qu'une intervention de grossesse ne joue un rôle que sur le moment est tout à fait absurde. Je pense même que ça joue un rôle jusqu'à la fin de sa vie. Si j'avais su avant ce qui allait se passer dans ma vie et que je tomberais malade, je ne l'aurais jamais fait. Et je ne peux que conseiller à chacune, ne le fais pas. C'est vraiment, vraiment fatal. C'est une incision dans la vie, dans l'âme. Et ce n'est pas facile à gérer. La recherche de femmes prêtes à témoigner devant la caméra et à parler de leurs expériences a été difficile. Nous en avons été surpris, puisque l'avortement est pratiquement libéralisé dans nos pays. Les interviews montrent clairement que de nombreuses femmes se sont senties seules dans les moments décisifs. Les entretiens montrent que même des années après une IVG, des problèmes psychiques peuvent survenir. Avons-nous simplement ignoré cette réalité jusqu'à présent? Avons-nous échoué en tant que société? Comment peut-on aider les femmes dans cette prise de décision difficile? Et qu'en est-il de la responsabilité des hommes? Quel soutien la société devrait-elle fournir pour rendre cette décision plus facile pour les femmes et les hommes? Ces questions nous ont préoccupés tout au long de notre voyage dans différents pays. Le débat est ouvert. Allons-nous trouver suffisamment d'ouverture d'esprit pour entrer en discussion les uns avec les autres, sans aucun préjugé ?